Bonjour à tous. On commence avec un constat. Le climat a longtemps été perçu comme un décor. Il faisait chaud ou il faisait froid. Les récoltes étaient bonnes ou mauvaises. Les hivers étaient rudes, les étés secs, les tempêtes destructrices, les pluies trop rares ou trop abondantes. Les sociétés subissaient les variations climatiques, s'y adaptaient, les interprétaient parfois comme des signes divins, les associaient à des famines, des crises, des migrations, des tensions sociales. Aujourd'hui, le climat n'est plus seulement un décor. Il est devenu l'un des grands sujets politiques mondiaux. Il est discuté dans les laboratoires, dans les conférences diplomatiques, dans les tribunaux, dans les entreprises, dans les ministères, dans les villes, dans les campagnes, dans les îles menacées par la montée des eaux, dans les régions agricoles exposées aux sécheresses, dans les pays producteurs de pétrole, dans les écoles, dans les mouvements citoyens. Le climat est devenu un enjeu scientifique parce qu'il faut le mesurer et le comprendre. Il est devenu un enjeu politique parce qu'il impose des choix de société. Il est devenu un enjeu géopolitique parce qu'il redistribue les vulnérabilités, les responsabilités, les coûts et les rapports de puissance. Pour bien comprendre ce sujet, il faut d'abord distinguer météo et climat. La météo, c'est le temps qu'il fait à court terme. Aujourd'hui, demain, cette semaine. Le climat, lui, correspond à des moyennes et des variations observées sur de longues périodes. Un hiver froid ne contredit pas le réchauffement climatique. Une canicule ne suffit pas à elle seule à prouver le changement climatique. Ce qui compte, ce sont les tendances longues, les séries de données, la multiplication des extrêmes, les transformations mesurées sur plusieurs décennies. Le programme de HGGSP demande justement de prendre du recul historique. Les sociétés humaines ont toujours connu des fluctuations climatiques. En Europe, entre le Moyen Âge et le 19e siècle, on observe des périodes plus douces, des périodes plus froides, des variations qui affectent les récoltes, les prix, les famines, les maladies, les tensions sociales. Le petit âge glaciaire, souvent situé entre la fin du Moyen Âge et le 19e siècle, est associé à des hivers plus rigoureux, à l'avancée de certains glaciers alpins, à des crises agricoles dans certains contextes. Mais il faut éviter le déterminisme climatique. Le climat influence les sociétés, mais il n'explique jamais tout à lui seul. Une mauvaise récolte peut provoquer une crise alimentaire si les stocks sont faibles, si les transports sont insuffisants, si les inégalités sont fortes, si les pouvoirs politiques réagissent mal. Le même aléa climatique peut avoir des effets très différents selon l'organisation sociale, les techniques, les échanges, les institutions. C'est une idée fondamentale. Le risque climatique n'est pas seulement naturel, il est aussi social. Une sécheresse n'a pas les mêmes effets dans un pays riche disposant d'infrastructures hydrauliques, d'assurances, de réserves alimentaires et d'un État efficace, que dans une région pauvre dépendante de l'agriculture pluviale. Une tempête n'est pas seulement dangereuse parce qu'elle est intense, elle l'est aussi parce qu'elle touche des populations exposées, des habitations fragiles, des littoraux urbanisés, des systèmes de secours insuffisants. Cette distinction permet de comprendre le changement climatique contemporain. Le climat a toujours varié, mais le réchauffement actuel se distingue par sa rapidité, son ampleur et surtout par son origine humaine. Le GIEC affirme que les activités humaines, principalement les émissions de gaz à effet de serre, ont sans équivoque provoqué le réchauffement global. Dans la période 2011-2020, la température moyenne de surface était déjà environ 1,1 degré au-dessus de la période 1850-1900. Depuis, les records se multiplient. L'Organisation météorologique mondiale indique que 2024 a été l'année la plus chaude jamais observée dans les séries instrumentales, avec une température moyenne mondiale d'environ 1,55 degrés au-dessus de la période pré-industrielle. Son rapport sur l'état du climat mondial 2025 confirme que 2015-2025 constituent les 11 années les plus chaudes jamais enregistrées. Il faut toutefois être précis, dépasser 1,5 degré sur une année ne signifie pas automatiquement que l'objectif de long terme de l'accord de Paris est définitivement franchi. L'objectif de Paris concerne une tendance climatique durable, pas une seule année. Mais ce dépassement annuel est un signal très fort. Il montre que le monde s'approche dangereusement du seuil que les diplomates ont fixé comme limite à ne pas dépasser durablement. Pourquoi ce réchauffement se produit-il ? Principalement parce que les sociétés humaines émettent des gaz à effet de serre en brûlant du charbon, du pétrole et du gaz, en produisant du ciment, en transformant les usages des sols, en déboisant, en développant une agriculture et une industrie fortement émettrices. Ces gaz retiennent une partie du rayonnement infrarouge émis par la Terre, ce qui modifie l'équilibre énergétique de la planète. La science du climat ne repose pas sur une intuition.
Elle repose sur des mesures, des modèles, des observations satellitaires, des carottes de glace, des séries de température, l'étude des océans, des glaciers, de l'atmosphère, de la biosphère. Le GIEC ne produit pas de nouvelles recherches expérimentales. Il évalue l'état des connaissances de scientifiques disponibles. C'est ce qui lui donne une importance politique considérable. Il transforme une masse de travaux scientifiques en synthèse utilisable par les décideurs. Mais la science ne décide pas à la place des sociétés. Elle peut dire ce qui se passe, expliquer les causes, modéliser des trajectoires, évaluer des risques, comparer des scénarios. Elle peut montrer que chaque dixième de degré compte. Elle peut dire que les impacts et les dommages augmentent avec chaque niveau supplémentaire de réchauffement. Mais elle ne peut pas, seule, trancher les choix politiques. Quel secteur transformer en priorité? Quelle énergie financer? Quelles contraintes imposer aux entreprises? Quelle aide apporter aux pays vulnérables? Quelle place donner à la sobriété, aux technologies, au nucléaire, aux renouvelables, aux puits de carbone, au changement de mode de vie? C'est ici que le climat devient politique. Agir sur le climat signifie transformer des systèmes entiers, énergie, transport, agriculture, logement, industrie, commerce mondial. Cela signifie arbitrer entre court terme et long terme. Cela signifie répartir des coûts. Cela signifie décider qui doit faire des efforts, à quelle vitesse, avec quel accompagnement social. Deux grands mots sont à connaître, atténuation et adaptation. L'atténuation, c'est la réduction des causes du changement climatique. Elle consiste à diminuer les émissions de gaz à effet de serre, développer des énergies bas carbone, améliorer l'efficacité énergétique, protéger ou restaurer des puits de carbone, transformer l'agriculture, l'industrie et les transports. L'adaptation, c'est la réponse aux effets déjà présents ou inévitables du changement climatique. Elle consiste à préparer les villes aux canicules, protéger les littoraux, économiser l'eau, modifier certaines pratiques agricoles, développer des systèmes d'alerte, renforcer les infrastructures, adapter les politiques de santé, prévenir les incendies, anticiper les déplacements de population. Pendant longtemps, les négociations climatiques ont surtout insisté sur l'atténuation, réduire les émissions pour éviter le pire. Mais l'adaptation devient de plus en plus importante parce que les effets du réchauffement sont déjà visibles. Et une troisième notion a pris de l'importance, les pertes et dommages. Les pertes et dommages désignent les effets du changement climatique qui ne peuvent pas être entièrement évités par l'atténuation ou l'adaptation. Une île qui perd des terres à cause de la montée des eaux, une communauté qui perd un territoire ancestral, des récoltes détruites par des événements extrêmes, des vies humaines perdues, des cultures menacées, tout cela pose une question de justice climatique. Qui doit aider? Qui doit payer? Les pays qui ont le plus contribué historiquement aux émissions, les pays les plus riches, les entreprises fossiles, la communauté internationale? C'est ici que le climat devient pleinement géopolitique. Le changement climatique est un problème commun, mais il n'est pas produit de manière égale et il ne frappe pas tout le monde de la même façon. Les pays industrialisés ont émis massivement depuis le 19e siècle. Les pays émergents émettent aujourd'hui beaucoup parce qu'ils industrialisent leur économie et répondent aux besoins d'une population nombreuse. Les pays pauvres et les petits États insulaires sont souvent parmi les plus vulnérables, alors qu'ils ont peu contribué historiquement au problème. Cette tension est au cœur des négociations internationales. En 1992, lors du sommet de la Terre de Rio, la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques est adoptée. Elle pose un principe essentiel, les responsabilités sont communes mais différenciées. Cela signifie que tous les États sont concernés, mais qu'ils n'ont pas tous la même responsabilité ni les mêmes capacités. En 1997, le protocole de Kyoto impose des objectifs contraignants de réduction des émissions à des pays industrialisés. C'est une étape importante mais limitée. Les États-Unis ne le ratifient pas, certains grands pays émergents n'ont pas d'obligations comparables et les émissions mondiales continuent d'augmenter. En 2015, l'accord de Paris change de logique. Presque tous les États s'engagent, mais chacun présente sa contribution nationale. L'objectif est de maintenir le réchauffement bien en dessous de 2 degrés Celsius et de poursuivre les efforts pour le limiter à 1,5 degré Celsius. Tous les 5 ans, les engagements doivent être révisés à la hausse. C'est une logique de progression, de transparence, de pression diplomatique. Mais là encore, il faut être lucide. L'accord de Paris est historique parce qu'il crée un cadre mondial presque universel. Mais il ne suffit pas. Les contributions nationales restent déterminées par les États eux-mêmes. Les mécanismes de sanctions sont limités, les intérêts économiques restent puissants. Les pays producteurs d'hydrocarbures craignent de perdre des revenus. Les pays en développement demandent donc des financements. Les opinions publiques peuvent refuser certaines mesures si elles sont perçues comme injustes.
Les COP, ces conférences annuelles sur le climat, sont donc à la fois indispensables et frustrantes. Indispensables parce qu'elles maintiennent un espace de négociation mondiale, elles produisent des normes, des financements, des engagements, des bilans. Frustrantes parce qu'elles avancent lentement, par consensus, dans un monde où les intérêts divergent. La COP27 en 2022 marque une avancée importante avec l'accord sur un fonds pour les pertes et dommages destinés aux pays vulnérables. La COP28 en 2023 introduit pour la première fois dans un texte final une référence à la transition hors des énergies fossiles dans les systèmes énergétiques. Mais les décisions restent souvent formulées de manière prudente et leur mise en œuvre dépend ensuite des États. Ce décalage entre les objectifs et l'action est l'une des clés du sujet. Le climat est gouverné par des accords internationaux, mais les émissions dépendent de décisions nationales, d'infrastructures locales, de choix industriels, de comportements de consommation, de marchés énergétiques, de rapports de forces sociaux. Il ne suffit pas de signer un accord à Dubaï, Paris ou Rio pour fermer une centrale à charbon, transformer un parc automobile, isoler des millions de logements, modifier les pratiques agricoles ou financer l'adaptation d'un pays vulnérable. C'est pourquoi le climat est un excellent sujet de HGGSP. Il oblige à relier les échelles. À l'échelle mondiale, il y a un système climatique commun. À l'échelle internationale, il y a des négociations entre États. À l'échelle nationale, il y a des politiques publiques. À l'échelle locale, il y a des territoires exposés, des villes qui s'adaptent, des agriculteurs qui changent leurs pratiques, des habitants confrontés aux risques. À l'échelle individuelle, il y a des modes de vie, mais il serait trop facile de réduire le climat à la responsabilité des individus. Les choix individuels existent, mais ils sont encadrés par des infrastructures, des prix, des politiques, des technologies, des normes sociales. Pour le bac, il faut éviter 3 erreurs. Première erreur, dire que le climat a toujours changé, comme si cela suffisait à relativiser le changement actuel. Oui, le climat a toujours varié, mais le réchauffement contemporain est largement dû aux activités humaines et se produit à une vitesse qui pose des problèmes majeurs d'adaptation. Deuxième erreur, faire du climat la cause unique des conflits. Le changement climatique peut aggraver des tensions sur l'eau, les terres, l'alimentation, les migrations ou la sécurité. Mais il agit rarement seul. Il interagit avec la pauvreté, la gouvernance, les inégalités, les conflits existants, les politiques publiques. Troisième erreur, croire que la gouvernance climatique est seulement une affaire de bonne volonté. Les États ne sont pas simplement pour ou contre le climat. Ils défendent des intérêts économiques, des modèles de développement, des emplois, des ressources, des alliances, des opinions publiques. La diplomatie climatique est un champ de rapport de force. Le climat est donc un révélateur du monde contemporain. Il révèle l'interdépendance des sociétés, il révèle les inégalités entre pays, il révèle les limites de la souveraineté nationale face à un problème global, il révèle la tension entre science et politique, il révèle la difficulté à agir dans le long terme, il révèle aussi une question morale. Comment organiser une transition juste? Car une transition injuste peut échouer. Si les politiques climatiques pèsent d'abord sur les ménages modestes, si elles détruisent des emplois sans alternative, si elles demandent aux pays pauvres de renoncer à leur développement sans financement, elles provoquent des résistances. La justice climatique n'est donc pas un supplément moral, c'est une condition d'efficacité politique. Pour conclure, retiens ceci. Le climat n'est pas seulement un phénomène naturel que les sociétés subissent. Il est devenu un objet scientifique mesuré, un problème politique débattu et un enjeu géopolitique négocié. Et retiens cette phrase. Le changement climatique est mondial dans ses causes physiques, mais profondément inégal dans ses responsabilités, ses effets et ses capacités de réponse. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésite pas à t'abonner, à partager et surtout à foncer écouter les suivants. À très vite.